qu'est-ce que c'est qu'un téléphone et comment ça marche. Parce que si on ne sait pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Et je ne parle pas d'utiliser les boutons, je parle de comment ça marche derrière ce qu'on voit en fait. Je vais vous le présenter, ça sera simple à comprendre, donc ne vous inquiétez pas. La troisième partie, ça va être du coup, une fois qu'on comprend comment fonctionne un téléphone, on peut comprendre les différents types de risques auxquels on est soumis quand on utilise un téléphone. Et même ça s'applique à l'informatique en général, en fait. Donc ce soir, pour ceux qui ne savent pas encore tout ça, ça va être un grand bond. Et après, les trois dernières parties, c'est les solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux différents risques qu'on aura identifiés? Des solutions immédiates, simples à mettre en œuvre tout de suite, des solutions un peu plus compliquées, et les solutions à long terme. Et c'est là où on va parler de choses qui peuvent sembler pour révolutionnaires, mais qui sont à mon avis vraiment très très importantes à mettre en place dans un avenir pas si lointain que ça. Voilà. Alors du coup, la première partie, en fait, je remercie Sita qui n'est pas là parce que je savais pas trop sous quelle forme, en fait, je savais pas trop sous quelle forme j'allais présenter cette conférence. Ça fait un moment que j'ai envie de parler de tout ça. Et c'est Sita qui m'a dit, mais faut que tu le fasses sur GoYoga. J'ai dit, mais tu rigoles, là on va parler technologie, ça n'a rien à voir. Et puis on s'est quitté comme ça, et puis après, petit à petit, les idées me sont venues, et je me suis dit, mais non, en fait, ça a tout à voir avec la spiritualité. Parce que, en fait, moi, il y a, par exemple, au niveau du bouddhisme, on parle des trois piliers du bouddhisme qui sont la compassion, l'action et la connaissance. Ce que disent les bouddhistes, en fait, c'est que s'il manque un de ces piliers, les deux autres ne servent à rien. Donc, par exemple, si quelqu'un avait une compassion entière, qu'il avait la capacité de tout faire et qu'il n'avait pas la connaissance, bah, il agirait beaucoup avec beaucoup de compassion, mais il ferait que des conneries, simplement. Et pareil pour les deux autres piliers. À chaque fois, s'il manque un pilier, les deux autres ne servent à rien. Et donc là, ce soir, finalement, on va appliquer la connaissance et la compassion qu'on a tous naturellement à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est de décider en conscience des outils qu'on va utiliser dans notre quotidien, parce que finalement, le téléphone, on l'utilise tous les jours. Et donc, ça a un impact beaucoup plus important que celui qu'on croit. Et j'ai aussi repensé aux qualités des Dharma Sutras. Et j'ai regardé, c'est sur les 12 qualités, en fait, ce dont on va parler ce soir, ça interagit avec, enfin, ça concerne 7 des 12 qualités des Dharma Sutras. Ça concerne le discernement, l'attention, l'enthousiasme, la détermination, la capacité à faire des sacrifices, l'endurance et l'humilité. Pour moi, ces 7 piliers, enfin, ces 7 qualités fondamentales sont concernées. Euh, et Et enfin, en fait, on entend beaucoup en ce moment la notion de reprendre son pouvoir dans les milieux spirituels. Et là, on est vraiment dans cette idée de reprendre son pouvoir. Et on va surtout en parler dans le dernier point de cette capacité qu'on a tous à reprendre notre pouvoir et à parfois faire des choses qui nous semblent peut-être pas importantes. Et en fait, ça a un impact qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Voilà pour cette première partie. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, poser une question, remarque? Non? Ok. Alors, le deuxième sujet, déjà, la question, c'est comment un téléphone, comment ça fonctionne. Je vais vous partager mon écran, comme ça, je vais pouvoir vous montrer une image. Donc voilà, ça c'est un téléphone, mais c'est aussi un ordinateur, c'est un système informatique en général. Nous, ce qu'on connaît, bon, l'utilisateur, c'est nous. Donc voilà, et l'utilisateur, lui, il interagit avec des applications. Donc par exemple, Facebook, Signal, la messagerie, les SMS, le téléphone. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Les applications, pardon, les applications, pour pouvoir tourner, elles ont besoin de ce qu'on appelle un système d'exploitation. Sur un téléphone, le système d'exploitation, il y en a deux principaux qui sont iOS pour les téléphones Apple et Android pour les téléphones, pour tous les autres téléphones. Et
Et puis après, il y a, pour que le système d'exploitation il puisse tourner, il a besoin du matériel informatique. Donc, bon, vous savez tous, voilà, c'est le téléphone en lui-même, l'objet matériel. Dedans, il y a un processeur, il y a de la mémoire, il y a différentes choses. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est les cartes réseau. C'est-à-dire ce qui va vous permettre au téléphone de se connecter au réseau téléphonique ou alors à un réseau Wi-Fi. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre qu'un téléphone, il est composé on peut parler de quatre couches différentes, enfin trois couches. La couche matérielle sur laquelle repose le système d'exploitation, qui a besoin du matériel pour fonctionner, et la couche applicative qui elle-même dépend du système d'exploitation. Et donc l'utilisateur, lui, dépend de l'application. Il a besoin de ça. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? Très clair, merci. Ok. Alors du coup, maintenant on peut comprendre les risques. Alors j'ai essayé de répertorier les risques qui sont liés à l'utilisation d'un téléphone et je les ai enfin je les ai découpés en trois parties. Il y a les risques qui sont liés au piratage, c'est-à-dire, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà eu sa messagerie piratée. Un téléphone, ça se fait pirater aussi, avec la connexion Bluetooth, enfin, essentiellement avec les cartes réseau. Un téléphone, ça se fait pirater essentiellement en passant par les cartes réseau. Euh, on a aussi, du coup, le deuxième risque lié à l'utilisation d'un téléphone, c'est le respect de la vie privée ou le non-respect de la vie privée. Et c'est un peu là-dessus que la conscience s'éveille aujourd'hui sur cette histoire. Et le troisième point qui est aussi sur lequel il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux aujourd'hui, c'est la dépendance aux big tech, aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et donc cette dépendance qu'on a tous à certains outils qu'on utilise quotidiennement, on est en train de s'apercevoir aujourd'hui grâce à la censure qu'il y a sur par tous les big tech, on s'aperçoit du pouvoir en fait qu'on a donné à ces gens qui sont très peu nombreux, mais nous on est très nombreux à utiliser leurs produits et du coup on leur a donné notre pouvoir d'une certaine façon. Et c'est ce dont on va parler tout à l'heure, comment récupérer notre pouvoir. Donc le risque, donc ces trois risques, on les retrouve sur les quatre niveaux du téléphone. On va les retrouver au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, un utilisateur qui définit un mot de passe qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a des risques importants de se faire pirater son téléphone et donc ses comptes bancaires, puisque tout aujourd'hui est centralisé. Donc, voilà, il y a pas un risque qui est lié uniquement au téléphone, il y a aussi un risque qui est lié à l'utilisation du téléphone par un utilisateur qui ne ferait pas attention. Et donc, ce que je dis par rapport au téléphone, j'en profite pour vous le dire, c'est important aussi par rapport à quand vous créez un compte de messagerie, même si c'est encore sur Google, c'est très important de définir des mots de passe qui soient des mots de passe forts avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits malins, enfin, c'est pas des petits malins d'ailleurs, c'est des sociétés souvent dans les pays de l'Est qui ont des robots qui tournent en permanence pour essayer de trouver les mots de passe de tout le monde. Et une fois qu'on a le mot de passe d'un messagerie, après, on peut aller récupérer le mot de passe de tout, puisqu'il suffit d'aller sur tous les sites, faire récupérer mon mot de passe, et puis on change le mot de passe avec la messagerie. Donc voilà, j'en profite pour vous rappeler ça. Euh, Après, il y a un risque au niveau des applications. Donc par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que Facebook utilise les données confidentielles de tous ses utilisateurs, qu'il y a de la censure. Donc là, on se retrouve lié on se retrouve dans le risque de dépendance au big tech et on se retrouve aussi avec le non-respect de la vie privée. Et le troisième risque, c'est au niveau du système d'exploitation. Alors ça, ce risque-là, il est un petit peu plus difficile à comprendre. Euh, Comment dire? Si on utilise Signal, par exemple, qui est une application sécurisée de communication, c'est vraiment bon, c'est la plus sécurisée, on va dire, actuellement. Si on utilise Signal sur un système qui, lui, n'est pas sécurisé. Par exemple, j'utilise Signal sur Android, la version basique, ou j'utilise Signal sur iOS. Il n'y a rien qui me garantit que le système, il n'a pas une façon d'écouter ce qui transite par l'application Signal. De même, quand je suis au téléphone ou en tout cas, une chose qui est connue aujourd'hui, c'est que tous les téléphones
espionnent leurs utilisateurs en permanence. Moi, j'ai des amis qui ont fait le test. Ils discutaient avec des amis d'un sujet. Et 10 minutes plus tard, ils allument leur téléphone, ils vont sur Google pour faire une recherche ou sur n'importe quelle application. Et ils se retrouvent avec une proposition commerciale qui concerne le sujet dont ils parlaient 10 minutes avant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment connu que nos téléphones nous écoutent en permanence, analysent ce qu'on dit et s'en servent ensuite à des fins marketing. Donc voilà, ça c'est le risque qui est lié au système d'exploitation et c'est un risque pour lequel il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre. Et le dernier point, c'est le matériel sur lequel le système est basé. Au niveau matériel aussi, il y a des risques. Bon, là, ça ne nous concerne pas trop en tant qu'utilisateur parce qu'on peut pas faire grand-chose. Mais c'est bien de le savoir, c'est que, par exemple, il y a les constructeurs des cartes réseau ou les constructeurs des processeurs, quand ils peuvent très bien mettre dans le matériel des systèmes espions. Ça a été, par exemple, il y a eu un scandale il y a quelques mois, les cartes réseau Intel qui avaient des espions intégrés. Donc, du coup, ça permettait, ça permettait notamment à la NSA d'aller espionner qui voulait sans que l'ordinateur soit infecté, simplement parce que le matériel qui est utilisé par l'ordinateur avait déjà une porte grande ouverte. Donc voilà, c'est bon. Là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose ce soir, mais c'est bien, c'est bien de le savoir. Voilà. Donc, avant de passer aux solutions, est-ce que vous voulez qu'on clarifie quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur euh, Signal qui est apparemment la plus sécurisée. J'ai pas compris quand tu disais que ça passe sur iOS ou Android, là où c'est plus sécurisé. J'ai pas compris le. Que le système d'exploitation, il est présent quoi qu'il arrive en fait. C'est-à-dire que, quelle que soit l'application que tu utilises sur son système, le système, il est là et il communique en permanence. Par exemple, un système Android, il envoie ce qu'on appelle des requêtes, il envoie des informations en permanence au serveur de Google sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Et donc, ce système-là, comme les applications, elles sont installées par-dessus, il a la capacité de savoir quelle application installée sur le système et du coup de trouver des failles pour pouvoir espionner ce qu'on fait dans ces applications-là. Est-ce que ça te... Un peu, mais pas encore. C'est pas encore intégré. Euh, le fait que tu dises Signal soit sécurisé. Enfin, je pense que je crois que je suis pas au clair sur iOS et Android non plus. Hmm. Ah, iOS, Android, tu sais pas ce que c'est? Bah, non, du coup, je vois pas. Enfin, en dehors, non. Enfin, D'accord, d'accord, d'accord. Ah bah oui, oui, effectivement. Ouais, j'aurais dû commencer par ça. En fait, un téléphone, si on n'a que le matériel, qu'il n'y a pas de système, quand on l'allume, on a un écran noir. Et du coup, pour que le téléphone il puisse commencer à être utilisé, on installe dessus ce qu'on appelle un système. C'est-à-dire sur un Apple, ce sera toujours iOS. Donc c'est en fait, il y a un bureau, il y a un bouton pour installer des applications, il y a les réglages du téléphone et tout ça. C'est ça le système en fait. Et pareil sur Android, quand on achète un téléphone Samsung ou Nokia ou je ne sais pas quelle autre marque que Apple, ils ont tous le même système qui est le système Android, qui est un système Google. Et du coup, aujourd'hui, tous les téléphones qui ont un système Android envoient nos informations personnelles, notre position GPS, ce qu'on dit, les messages, les textos qu'on envoie, notre carnet d'adresses, tout est stocké chez Google. Et pareil pour Apple, quand on a un système iOS, bah, toutes nos données sont stockées chez Apple. Donc après, ils en font un usage sur lequel on n'a pas notre mot à dire. top, ça me précise bien, effectivement. J'avais bien compris ça, Mm. mais j'étais pas sûre. Super, merci. Bon, super. Autre, pas d'autres questions? Tout va bien. Ok. Alors maintenant, on va passer aux solutions. C'est la partie la moins chiante parce qu'on va parler du concret, de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, mais je pensais que c'était important de comprendre avant quels sont les risques avant d'appliquer des solutions. J'ai découpé les solutions en trois grandes parties. Les solutions immédiates qu'on peut mettre en œuvre tout de suite.
les solutions à moyen terme qui sont un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre et donc on attendra peut-être quelques mois avant de les mettre en œuvre. Et des solutions à long terme qui me semblent être les plus importantes. Vraiment, je mets un point d'honneur à en parler ce soir parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Donc, les solutions immédiates, ce dont on entend tous parler en ce moment, c'est de tous les utilisateurs WhatsApp qui quittent WhatsApp pour aller soit vers Telegram, soit vers Signal. Alors ça, c'est une super nouvelle. Et vraiment, on peut remercier Facebook d'avoir changé ses conditions générales d'utilisation et de ne pas avoir prévu que les utilisateurs seraient concernés par ce qui se passe. Et je pense que tout ce qui se passe aux États-Unis avec la censure voilà, avec la censure en cours, ça a aussi contribué à cet éveil des consciences. Donc WhatsApp, de toute façon, même avant les nouvelles conditions générales de Facebook, c'était déjà pas sécurisé. Ils disent sécurisé de bout en bout, mais moi je considère qu'à partir du moment où les codes sources des logiciels ne sont pas open, on appelle les codes sources, c'est le code informatique qui permet de créer une application. À partir du moment où le code source il est pas accessible du grand public, on peut considérer de façon quasiment certaine qu'il y a des espions un peu partout, puisque comme personne ne peut vérifier, on peut dire bon, on a compris, je crois, maintenant on nous dit vous inquiétez pas, c'est sécurisé de bout en bout, mais vous pouvez pas vérifier. Comme ça. Donc moi je fais pas confiance à ce genre de choses et voilà. Donc il y a deux applications qui sont en concurrence, on va dire, et qui sont parmi les plus connues pour remplacer WhatsApp. C'est Telegram et Signal. Les deux ont la partie client, c'est-à-dire le client, c'est l'application qu'on installe sur notre téléphone. Ces deux applications-là ont un client qui est open source, c'est-à-dire que n'importe quel développeur peut aller regarder le code et vérifier qu'il n'y a pas de mouchard. Donc ça, elles sont sur un pied d'égalité à ce niveau-là. En revanche, Telegram n'a pas publié le code source de son serveur. Donc ça veut dire que sur le téléphone, c'est OK, mais on ne sait pas ce qui se passe sur leur serveur. Donc ça revient en même en fait. Pour moi, on ne peut pas dire que Telegram est secure dans la mesure où le code source de ce qu'ils font à l'endroit le plus important n'est pas sécurisé. Enfin, n'est pas ouvert, n'est pas disponible au grand public. Donc Signal fait ça. Et en plus, l'avantage de Signal, c'est qu'il active les options de chiffrement de bout en bout par défaut. Donc ça veut dire que en plus, on peut utiliser Telegram. Et si on ne fait pas attention, on va l'utiliser sans que ce soit sécurisé. Donc voilà, sur ce point-là, c'est très clair. Telegram, ça revient à utiliser WhatsApp, en fait. Voilà, c'est pas sécurisé. Signal, par contre, ça l'est. Et puis, il y a un lanceur d'alerte, je sais pas, Edward Snowden, qui le conseille depuis 2-3 ans. Donc, voilà, c'est quand même un champion d'informatique. Lui dit qu'il l'utilise depuis 2-3 ans, donc on peut avoir confiance. Un seul bémol, c'est qu'il y a une société israélienne qui a réussi à pirater Signal. J'ai pas eu le temps de faire de recherche plus approfondie. Je sais pas ils disent qu'ils sont capables de lire les messages d'une application Signal. Je sais pas s'ils sont capables de les lire en temps réel, c'est-à-dire sans avoir notre téléphone en main, ou alors s'ils sont capables de déchiffrer une fois qu'ils ont le téléphone en main. J'ai pas l'info. Mais bon, on n'est pas, c'est les services secrets des gouvernements. Je pense qu'ils vont faire appel à cette société-là. On n'est pas concerné. Mais c'était juste par transparence. Après, il y a au niveau des applications qu'on utilise en permanence, il y a aussi YouTube, enfin, il y a non seulement un non-respect de la vie privée, mais surtout aujourd'hui une atteinte grave à la liberté d'expression, puisqu'ils censurent. Il y a une censure, bon, ils sont soumis à une enquête du Sénat, du Congrès américain, mais il y a une censure qui est toujours dans un sens, on va dire. Et du coup, en fait, il y a des alternatives à YouTube. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce point-là. Je sais qu'il y a Odyssey que moi j'utilise, qui est pas mal, avec une application mobile qui s'appelle LBRY. Je sais pas comment on le dit, Libri peut-être. Libri qui est l'application mobile qui permet d'accéder aux vidéos Odyssey. Donc il y a déjà pas mal de monde il y a pas mal de chaînes qui ont été censurées sur YouTube qui se sont retrouvées sur Odyssey. Il y a aussi BitChute que j'ai pas encore utilisé, mais il y en a d'autres.
Et le point le plus important, parce que c'est un petit peu là où beaucoup de gens passent du temps aujourd'hui, c'est Facebook. Facebook aussi qui fait énormément de censure, qui a des algorithmes qui... Ils ont mis en place des algorithmes qui permettent de... Ensuite, comment dire? Ils permettent de connaître les utilisateurs, de connaître la psychologie, de faire un classement des utilisateurs en fonction de données psychologiques, des tendances politiques. Et ils savent exactement ce qu'on pense grâce à nos publications, à nos interventions, à nos posts. Et donc, ils utilisent ça ensuite pour le revendre à des sociétés, bon, commerciales, mais à des partis politiques. Et il y a un certain pourcentage d'indécis. C'est le genre de pouvoir qui permet de faire basculer une élection de façon légale, simplement en allant, comment dire, en utilisant intelligemment du ciblage de publications qui sont affichées sur le mur des personnes qui sont indécises. On va réussir à les faire basculer dans un camp ou dans l'autre. Donc Facebook aujourd'hui a un pouvoir extrêmement important à ce niveau-là. Bon, sans compter le pouvoir de censure, etc. Et du coup, sur ce point-là, j'ai fait un peu plus de recherche. Alors, les applications qui permettent de remplacer Facebook, il y en a un paquet. Oui, Vicky, Gab, Diaspora, Vero, Mastodon. Et alors, ouais, je réfléchis. Ouais, comment dire? En fait, bon, toutes ces applications, elles sont intéressantes. Moi, j'ai retenu deux applications. Au début, j'ai retenu Diaspora parce que j'en avais entendu parler déjà il y a quelques années. Je l'ai cherché, je me souvenais plus. Et puis, bon, bah, voilà, grâce à mes petites recherches de cet après-midi, j'ai retrouvé. Diaspora, ça a l'avantage d'être un système décentralisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir, c'est l'information. Donc, à partir du moment où moi, je détiens des informations sur 5 milliards d'individus, bah, j'ai évidemment un pouvoir immense sur tous ces individus. Parce que je maîtrise un outil de communication qu'ils utilisent quotidiennement, parce que je sais exactement qui pense quoi, qui fait quoi, etc. Et du coup, Diaspora, en fait, c'est un système décentralisé qui permet que chacun ait son propre serveur. Et quand on s'inscrit, on peut même décider sur quel serveur on veut que les informations soient stockées. Et en plus, on peut, quand on se désinscrit, supprimer notre profil vraiment. C'est-à-dire qu'on est sûr que le profil qu'on supprime, les informations sont vraiment supprimées du serveur sur lequel on était inscrit. Donc il y a une sécurité à ce niveau-là qui est importante, une liberté. Après, bon, ça n'empêche que effectivement tous les sites, il y a quand même des sites qui, il y a des, comment appeler ça? Il y a des entités qui aspirent les sites. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui un jour a fait des captures d'écran automatisées de votre profil sur Diaspora, bon, bah, même si vous supprimez votre profil, les captures d'écran, on ne peut pas les supprimer en même temps. Elles seront ailleurs. Et voilà, donc c'est une chose. Et j'ai découvert aujourd'hui, et je suis très content, un autre système qui s'appelle Mastodon. Alors lui, non seulement il est décentralisé, mais en plus il est open source. Et c'est ce que je reprochais à Diaspora, c'est que c'est un système qui est intéressant dans son fonctionnement, mais il n'est pas open source, donc il est pas libre en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et donc Mastodon, il est open source, et comme tout ce qui est open source, du coup il est très bien construit, et il est construit sur des technos que j'ai découvertes aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous en parler beaucoup, mais il y en a une qui s'appelle ActivityPub. Mastodon, ça a l'avantage voilà, d'être basé sur des technos qui sont elles-mêmes open source. Donc, soit sur des protocoles. Enfin, voilà. Derrière, on est vraiment dans le monde libre, ce qu'on appelle le monde libre. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut approfondir. J'ai pas eu le temps de me créer de profil ni d'installer de serveur, mais j'ai vu qu'il y a déjà des serveurs virtualisés. On peut installer facilement son propre serveur. Donc voilà, là, il y a une piste très très intéressante. Parce que, comment dire, si aujourd'hui on va tous sur MiWi ou sur VK ou sur Gab, rien ne nous garantit que demain on ne va pas se retrouver confronté au même problème qu'on a aujourd'hui avec Facebook. Donc voilà, sur ce point-là. Et excusez-moi. Ouais, voilà. En fait, maintenant, c'est justement, je voulais en arriver au système. Donc c'est le cinquième et avant-dernier point. Est-ce que sur la partie qu'on vient de voir, est-ce que vous avez déjà des questions?
Au sujet de Framasphère, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Framasphere, je l'ai pas testé, mais par contre, j'ai vu que eux-mêmes, je me demande si c'est possible qu'ils soient sur Mastodon, justement. Parce que j'ai parce que j'ai trouvé des informations sur Mastodon, sur Framasoft. Ah voilà, On ça a tu nous... Vero, voilà, Vero, qui a l'air intéressant aussi. Eux, ils se basent sur un principe non addictif. C'est intéressant. Et ils ont aussi un principe que je trouve intéressant, qui se base sur un modèle économique payant. Et quand on sait que quand c'est gratuit, c'est moins produit, bah, dans ces cas-là, on peut se dire qu'un modèle économique payant avec des engagements de ne pas utiliser les données, de pas les utiliser à des fins publicitaires ou enfin, quand il y a des engagements éthiques forts, et qu'en face, il y a un modèle économique payant, on peut s'attendre à ce que ce soit réel. En tout cas, voilà, moi, ça m'inspire confiance. J'aurais une question. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseilles dans tout ça? J'ai pas eu le temps de faire un test. Moi, ce que j'ai envie d'approfondir aujourd'hui, c'est Mastodon, parce que parce qu'on est dans le monde libre déjà, et ça, c'est vraiment important, parce que je pense que c'est plus l'heure de faire confiance aveuglément à des sociétés commerciales, surtout quand c'est gratuit. Et donc Mastodon, bah, c'est un système open source, donc n'importe qui peut installer son serveur, peut stocker lui-même ses propres infos, ou alors on peut créer une association et se dire, bah, tiens, on se loue un serveur à 500 et puis ça nous coûte 1 euro par an. Et donc du coup, on a la maîtrise de l'hébergement. Et puis, on peut aussi avoir, comme c'est open source, on sait aussi qu'il n'y a pas de mouchard en fait. Et donc, on a une vraie maîtrise de nos infos. Et on ne sera pas obligé de rechanger dans 6 mois parce qu'on va s'apercevoir qu'un réseau qui a pris le dessus, finalement, il était aux mains de gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés. Donc c'est pour ça que je fais le choix d'approfondir ce système-là. Mais voilà, ça demande un peu plus de temps. Donc c'est ça que ça veut dire quand tu dis monde libre, c'est ce que tu viens d'expliquer. Le monde libre, en fait, c'est l'open source. C'est quand un système, c'est quand le code, quand le code informatique est disponible à monsieur tout le monde. C'est-à-dire, je développe une application et au lieu de cacher le code pour en rester propriétaire et pouvoir le vendre sous forme de licence, je diffuse gratuitement ce code et moi, je vais gagner ma vie sur les prestations de services que j'offre par-dessus voilà, sur les prestations de services que j'offre. Parce qu'étant propriétaire et concepteur de ce code, je vais avoir une meilleure expertise et une meilleure connaissance que des gens qui ne l'ont pas écrit. Ok. Et donc, d'autres questions? Moi, j'aurais une question. C'est de savoir, par exemple, YouTube, il y a énormément de vidéos dessus, mais les sites comme Odyssée, ben, je suppose qu'il y a beaucoup moins de choses de disponibles. Donc, on va quand même être obligé d'aller sur YouTube pour aller chercher ce qu'on cherche d'habitude pendant un certain temps. Ouais. Je fais en fait sur mon nouveau téléphone qui est sécurisé, sur lequel je n'ai pas installé YouTube et je ne l'installerai pas. Comment est-ce que je fais? J'utilise en fait le navigateur Tor. Et avec ce navigateur Tor, je vais sur YouTube et je vais voir, je vais regarder s'il y a une chaîne qui m'intéresse, je vais regarder dessus. Mais comme ça, à part savoir que la vidéo a été vue une fois de plus, ils ne savent pas qui c'est. Et comme ça, j'arrête de nourrir leur database sur. Bon, ils savent déjà bien qui je suis, mais à partir de maintenant, ils ne savent plus quoi. Voilà. D'accord. C'est quel Ouais, super. navigateur? Pardon? C'est quel navigateur? J'utilise le navigateur Tor. T-O-R. Ok. Tor, en fait, c'est un navigateur c'est un navigateur qui a déjà l'avantage de. C'est un avantage qui est pas des moindres. Il y a pas mal de plugins qui sont installés dessus, dont NoScript. C'est-à-dire que quand on va sur un site,
plein de trackers, plein de mouchards qui se mettent en route. C'est des scripts, c'est le langage, c'est du JavaScript. Et ces trackers et ces mouchards, en fait, voilà, ils font leur job. Et du coup, quand on va sur un site comme ça avec un navigateur qui a le plugin NoScript installé, les mouchards peuvent pas se mettre en route. Et donc, c'est nous qui décidons, donc moi je vois par exemple quand je vais sur le site de YouTube, il y a il y a plusieurs sites qui tentent d'exécuter du JavaScript. Et moi je vais dire, je n'autorise que YouTube à exécuter du JavaScript. Voilà. Et du coup, ça me permet de lire les vidéos, mais ça permet en plus pas aux sites espions partenaires de YouTube de savoir que quelqu'un est venu et puis de m'afficher, je sais pas, un pop-up de publicité ou je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas ils peuvent pas le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de DuckDuckGo? C'est ouais, c'est un bon moteur de recherche. Euh, Moi, c'est celui que j'utilise principalement maintenant. J'ai pas grand-chose à dire de plus à ce sujet, si ce n'est bah voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on n'utilise pas Google, donc une fois de plus, on ne nourrit plus la database de Google avec nos données confidentielles, nos données personnelles, nos centres d'intérêt. Et je crois aussi que les moteurs de recherche comme Ecosia, en tout cas, ils utilisent Bing, donc on n'alimente pas Google. Ouais. Mais bon, c'est Et un Ecosia, autre. c'est une bonne. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as quelque chose à dire sur DuckDuckGo? Non, je sais que ça respecte la vie privée. Euh, Après, là, moi où je suis plus sceptique, c'est par rapport aux réseaux sociaux et les alternatives dont tu parlais, parce que Mastodon, bah, on voit bien que. Enfin, là, j'ai essayé vite fait de m'inscrire, c'est compliqué. Et tu vois, la notion de louer un serveur pour 500 personnes, etc., je pense que c'est pas réplicable pour des utilisateurs de Facebook qui ont besoin que ce soit hyper simple et fluide en termes de user experience, comme on dit, tu sais, d'utilisation. Et, euh, Mhm. et c'est pour ça que Facebook est si fort et c'est vraiment simple et facile à comprendre pour beaucoup de monde. Et, Mhm. si on s'éparpille sur des réseaux différents, le risque c'est que on retrouve pas forcément les gens avec qui on souhaite discuter. Le point fort des réseaux sociaux, c'est que justement il y a tout le monde dessus, donc c'est idéal pour communiquer. On sait que c'est une plateforme qui centralise, quoi. Mhm. Du coup, c'est un petit peu le point faible là, en partant un petit peu dans tous les sens. J'ai essayé aussi, moi, de créer un compte sur Framasphere et on m'a expliqué que les inscriptions étaient fermées. Alors, je sais pas si Mhm. c'est juste moi Euh, ou. Mais bon. C'est possible que ce soit qu'il y ait pas mal de gens qui cherchent une alternative à Facebook aujourd'hui. Et Framasphere, à mon avis, ils doivent limiter le nombre d'inscriptions. Donc peut-être que c'est lié à ça en fait. En fait, ça rejoint ce que tu dis là. On est un petit peu en avance sur ce dont j'avais prévu de parler dans le sixième point. Je peux te répondre en fait. Comment dire, je suis tout à fait conscient de ce que tu dis et d'accord avec ça, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas s'éparpiller. Maintenant, il faut aussi être conscient que on a vu où mène cette notion de simplicité et de gratuité. En fait, la simplicité et la gratuité, en fait, c'est moi, en tant qu'individu isolé, c'est vrai que j'ai très peu de pouvoir, en fait. Donc, je me dis, quand je m'inscris sur Facebook, bah, ça n'a pas d'impact. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand il y a 5 milliards d'individus qui font ça, ben là, c'est un impact qui est immense parce que du coup, 5 milliards d'individus ont donné un tout petit peu de pouvoir à une personne ou deux, trois personnes, enfin à un tout petit groupe. Et du coup, ce petit groupe-là se retrouve avec un pouvoir fantastique. Et c'est là où moi je pense qu'en tant que Sadaka, on doit vraiment se poser la question de OK, aujourd'hui, je vais essayer de migrer de Facebook vers un autre réseau social. Et on pourrait essayer de réfléchir à ça tous ensemble, se dire vers quel réseau on choisit de migrer tous ensemble pour au moins déjà être sûr qu'on y est tous. Et puis, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du moment où il y a plein de gens qui vont à un endroit, les autres y suivent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire un choix qui soit important. Et c'est un choix où on revient vers
vers la souveraineté personnelle en fait. C'est-à-dire que cette souveraineté personnelle qu'on reprend au moment où on choisit notre propre réseau social, elle va prendre tout son sens quand on sera très nombreux à faire le même geste. Donc c'est toujours l'histoire des colibris, hein. Et j'ai des solutions à proposer dans le 6e point par rapport à ça. Cool. On m'a parlé d'une autre application, la Suisse, où il y en a une française aussi. Je me souviens plus des noms. Tu as entendu parler de pour remplacer WhatsApp? Alors c'est peut-être plutôt Ouais, je vois ce dont tu parles, mais je pense que c'est pas exactement ça. Attends, je n'ai plus le nom en tête, je le recherche. Euh, Elle parle peut-être de ProtonMail, non? Exactement, merci. Peut-être. Ouais, ça c'est un système de messagerie, c'est-à-dire qu'en Suisse, il y a 2-3 systèmes de messagerie, dont ProtonMail. Il y en a un autre aussi dont j'ai pas le nom, qui sont des systèmes c'est plutôt un remplaçant de Gmail en fait. C'est-à-dire, ProtonMail, tu peux stocker dessus tes contacts et c'est un mail en fait, tu as une adresse de messagerie, du coup tu peux communiquer. Ça a l'air sécure, d'après ce qu'ils disent. Maintenant, je pense pas que j'ai pas fait, je me souviens plus. Je suis pas sûr que le code source soit open. Donc à partir de là, c'est encore une fois dire bon bah ils disent que c'est sécure et je les crois. Je choisis d'y croire ou je choisis de pas y croire. En tout cas, par rapport à Gmail, c'est sûr, il n'y a pas photo. D'accord. L'autre avantage de ProtonMail, alors là on rentre. C'est vrai que j'avais prévu de parler de ça, puis on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être aussi bien. En fait, un mail, quand il circule sur Internet, donc moi je suis sur mon ordinateur et j'envoie un mail qui va arriver sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Il va partir de mon ordinateur, il va passer sur tout un tas de routeurs, il va arriver sur mon serveur de messagerie. De là, il va repartir de ce serveur de messagerie à destination du serveur de messagerie de mon destinataire. Donc entre les deux, il y a encore plein de routeurs. Et ensuite, du serveur du destinataire, il arrive sur l'ordinateur portable ou le mobile du destinataire. Donc en fait, ce mail, c'est une suite de caractères qui est lisible, hein, il n'est pas chiffré. Il passe à plein d'endroits de façon complètement non sécurisée. Donc ça veut dire que n'importe qui, la NSA, les gouvernements, n'importe qui peut lire en temps réel vos mails, même s'ils n'ont pas accès au serveur. Il suffit qu'ils aient un sniffer sur un routeur quelque part, sur un routeur important, et ils peuvent le lire. Donc, je vous explique ça, c'est parce que chez Gmail ou n'importe quel type de messagerie, Yahoo, etc., quand on envoie un mail, il n'est pas sécurisé. Chez ProtonMail, quand on échange des mails avec un autre utilisateur ProtonMail, le mail est automatiquement chiffré. Ça veut dire que, bon, déjà, il ne va pas aller d'un serveur à un autre parce que les deux serveurs ProtonMail, enfin, les deux utilisateurs et ProtonMail, le destinataire et l'expéditeur sont sur le même serveur. Et puis en plus, entre chez vous et le serveur, le message sera chiffré. Donc du coup, de ProtonMail à ProtonMail, c'est chiffré. Par contre, de ProtonMail à un autre, ça ne peut pas être chiffré parce qu'il y a un échange de clés de chiffrement qui doit être mis en place. Et ça, c'est un peu compliqué à faire. Ça nécessite une intervention utilisateur. Voilà pour... Et les vidéos, ouais. ça peut être chiffré aussi? Non. Par exemple, la vidéo qu'on est en train de se partager, là, elle est chiffrée par le protocole SSL. Ah ouais, d'accord. Et comme c'est sur un serveur Jitsi privé, du coup, personne n'y a accès. Donc, a priori, il y a moyen d'avoir une grosse puissance de calcul. Pour l'instant, cette vidéo, elle est accessible que aux personnes qui sont connectées. Très bien. Merci. Je t'en prie. Autre question? Je voulais juste préciser que les gens qui communiquent par ProtonMail, qui écrivent à quelqu'un qui n'est pas sur ProtonMail, peuvent demander à ce que la personne qui reçoit ouvre un mot de passe. Donc à ce moment-là, il y a un chiffrement quand même. Et la personne, évidemment, elle doit avoir le mot de passe pour ouvrir. Moi, je pense utiliser ça pour mes consultations parce que j'ai pas envie que l'État lise tout ce que j'écris à mes patients.
Et donc, j'envisage de donner un mot de passe aux patients, tout comme aujourd'hui, les laboratoires, quand ils envoient les résultats d'analyse, maintenant ils donnent un mot de passe. Donc, je me dis, ça rentre dans les mœurs, c'est très bien. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Super info. Et puis, autre chose, par rapport toujours à YouTube, je me dis, si je rentre sur YouTube avec mon téléphone ordinaire, qui est en Android, et que je suis passée, donc je vais sur Tor, donc je l'installe sur mon téléphone, je rentre sur YouTube par Tor, mais après, je suis reconnue comme étant moi-même, c'est-à-dire que j'ai un login YouTube. Il faudrait alors à ce moment-là Ah oui, surfer sans s'identifier, c'est ça? oui, c'est ça. Moi, je m'identifie plus jamais sur YouTube. C'est ça, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc, ça oblige à connaître les chaînes qu'on a envie de voir. Oui, c'est ça, il faut y revenir. Ouais. Ouais. Et puis, il n'y a pas la facilité d'avoir directement toutes les vidéos qui nous intéressent en notification. Oui. Mais en même temps, moins on sera nombreux à être abonnés à des chaînes sur YouTube, et plus on sera nombreux à être abonnés sur des chaînes sur Odyssée ou sur d'autres, et plus les blogueurs vont changer de réseau. En fait, on est tous acteurs dans cette histoire-là. Par rapport à ce qu'on est en train Alors, d'évoquer, je disais par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer sur les échanges, au niveau de Signal, on peut complètement constater que quand on envoie un message, si le correspondant est aussi sous Signal, il y a un petit cadenas qui est fermé. Si vous regardez en bas à droite du message que vous écrivez. Et si ce cadenas n'est pas fermé, ça veut dire que votre correspondant n'a pas Signal. C'est la raison pour laquelle Signal, vous pouvez l'utiliser et la remplacer, en l'occurrence sous Android, comme votre application de messagerie. Vous pouvez par exemple désormais décider que tous vos messages, vous les enverrez avec Signal. Et vous verrez que le petit cadenas est fermé quand le correspondant a un Signal aussi sur son application, sur son téléphone. Alors s'il l'a pas, qu'il a son application de messagerie d'Android ou autre, le petit cadenas n'est pas fermé. Voilà. Je finirai juste aussi sur le fait que avec l'application Signal, on peut passer des appels téléphoniques sonores avec la voix uniquement, qui sont apparemment aussi cryptés, et également des appels vidéo, comme on le faisait sous WhatsApp. Et là, alors le problème, c'est que le cryptage de la vidéo, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que ça passe moins bien et c'est pas Ouais, je pense qu'il faut être indulgent avec Signal pendant 2-3 semaines là, parce qu'ils se prennent un coup de boost phénoménal. Hein. Oui. Il y a, en une journée, ils peuvent avoir 700 000 personnes en plus en une seule journée. Donc c'est énorme. Juste, si Amanda, pour un peu que ce soit clair, quand on envoie un SMS par notre réseau de téléphonie, donc moi je suis chez Free par exemple, quel est le risque qu'on soit intercepté? C'est le système Android Google est capable d'intercepter toutes nos conversations téléphoniques aussi, même si ça passe par un opérateur XY? Oui, puisque l'application, puisque de toute façon c'est déjà sur un système Android, donc le système Android il est capable d'avoir accès à tout ce qu'il héberge. Donc oui, ils peuvent récupérer ces informations-là sans problème. Beaucoup plus facilement que les messages Signal par exemple. Ok, oui, donc d'où l'intérêt d'utiliser cette signal comme messagerie par défaut, quoi. Ouais. Alors, Loulou qui pose la question, je ne sais pas si elle est toujours là, pour une société commerciale, comment bénéficier d'une visualité suffisante sur un navigateur comme Tor? Je ne comprends pas la question. Si tu es encore là, je veux bien que tu la poses en... Ah bah oui, tu étais là. Est-ce que tu peux la poser, m'expliquer un peu ce que tu veux, quelle est la question? Alors bon. Pas de réponse. Je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas Google, AdSense, AdWords, tout ça, là, tu sais, les systèmes où on paye pour être en première position sur les pages de recherche. Ah, ouais, peut-être. Bah, dans ces cas-là, il faut faire du référencement naturel et arrêter le référencement payant qui ne fonctionne que quand on paye, et quand on arrête de payer, il n'y a plus rien. Et plutôt miser sur des pratiques de référencement naturel qui font travailler des vrais humains, qui donnent du travail autant au lieu d'en supprimer.
Alors voilà, pour revenir donc les solutions, ce que j'ai appelé les solutions à moyen terme, qui sont des solutions un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Donc je parlais du système que j'ai sélectionné qui s'appelle iOS. Donc ça s'écrit /e/os. Donc c'est un système qui ressemble étrangement au système Android, sauf qu'il a l'avantage de ne pas avoir toutes les applications installées par Google par défaut et qu'on n'a pas le droit de les installer. Voilà, c'est un point très important parce que c'est les applications qui viennent pomper nos données en permanence et qui vident la batterie. Alors du coup, en fait, cette opération qui consiste à installer iOS sur un téléphone, il faut savoir que ça va supprimer tout ce qui est sur le téléphone. Donc, moi, quand j'ai décidé de faire ça, en fait, j'ai attendu de m'acheter un nouveau téléphone et j'ai installé ce nouveau système sur un nouveau téléphone. Et comme ça, j'ai eu le temps de migrer petit à petit mes données. Je suis pas en panne. Donc, voilà, il y a plusieurs méthodes pour installer. Donc, soit on installe soi-même le système iOS sur un téléphone qu'on achète. Donc, iOS ne s'installe que sur certains téléphones. Il ne s'installe que sur certains téléphones, dont la liste est sur leur site. Sur le blog de ma société, là, sur le blog de Lakshmi, j'ai publié des articles qui expliquent toutes les étapes, qui expliquent étape par étape comment on fait pour installer iOS sur un téléphone. Ceci dit, c'est une opération qui est quand même, c'est pas risqué parce que dans tous les cas, le téléphone ne sera pas cassé, quoi. Vous n'allez pas détruire votre téléphone. Mais c'est une opération qui est un petit peu technique. J'ai essayé de la décrire le plus simplement possible, de mettre toutes les étapes. Donc logiquement, vous devez retrouver toutes les étapes pour faire l'installation. Mais voilà, il faut quand même prévoir un peu de temps pour le faire. J'ai aussi expliqué comment on fait pour installer une autre application qui est importante, qui s'appelle AFWall+. AFWall+, c'est une application, c'est en fait un firewall. Alors là, on va rentrer encore un peu dans la technique. Un firewall, c'est un système qui permet de décider qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre dans le téléphone et qu'est-ce qui en sort. Du coup, voilà, l'avantage, c'est qu'on a des applications. Déjà, toutes les applications qui sont installées par défaut sont des applications qui ont été sélectionnées pour leur qualité en termes de confidentialité, qui sont open source et qui font partie de la fondation eFoundation. Donc ça, c'est déjà un point important. On ne se retrouve pas avec Gmail, on ne se retrouve pas avec Google Contact, on ne se retrouve pas avec toutes ces choses-là. Donc on part d'un téléphone où il y a les applications de base principales. Et puis après, on peut installer toutes les applications qu'on veut. Un avantage, c'est qu'il y a une application qui s'appelle Apps, qui est l'équivalent de Google Play. Et donc dans Apps, on va retrouver toutes les applications qu'on veut installer. Donc c'est comme ça que j'ai pu installer Signal, que j'ai pu installer toutes les applications que j'ai, même des applications comme Luna Solcal qui sont aussi dessus, des applications moins connues. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer AFWall+. Bon, tant pis. Alors, AFWall+, c'est donc une application qui permet de sécuriser, de dire qui a le droit de rentrer, qui a le droit de sortir sur le téléphone. Et donc, en fait, parce que même le système iOS, même si c'est un système qui appartient à une fondation, qui a une éthique et tout, il y a beaucoup d'informations qui, malgré tout, quittent le téléphone. On ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, j'ai pu observer, parce que j'ai commencé par couper tout, mettre les logs pour voir qui essaie de sortir en permanence, et j'ai vu qu'il y avait le noyau du téléphone. Enfin, il y a pas mal d'applications bas système qui essayent de sortir. Donc, on a en fait la liste de toutes les applications qui sont sur le téléphone. Par exemple, les SMS, Signal, MiWi si on a installé MiWi, etc. Et on va dire, cette application-là, je lui autorise à sortir, par exemple, uniquement avec le réseau 3G, 4G, ou alors je lui autorise uniquement le Wi-Fi, ou alors je lui autorise les deux. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet de déjà bien contrôler son forfait data si on a un forfait data un peu mini. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas des infos qui partent en permanence avec la carte 3G, 4G. Donc ça, c'est un point. Et vraiment, le point très intéressant
dans cette application AF Wall+, c'est qu'on peut créer des profils. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai créé un profil confidentiel. Dans ce profil confidentiel, j'autorise uniquement le partage de ma connexion. Comme ça, je peux partager ma connexion Internet avec mon ordinateur. Et puis les SMS, et puis l'utilisation de Signal. Et non, même pas Signal, j'ai tout retiré. Donc en fait, mon téléphone, il sert juste de téléphone. Après, j'ai créé un profil boulot dans lequel j'ai mis mon application de mail, j'ai mis Signal, j'ai mis toutes les applications que j'utilise de façon professionnelle. Et j'ai créé un profil perso dans lequel, là, j'ai rajouté, par exemple, Odyssée, j'ai rajouté les différents... si j'installe MiWi un jour, je mettrai MiWi dedans. Enfin, voilà, toutes mes applications que j'utilise plus à titre personnel, je les ai mises là. Ce qui fait que ça a un avantage déjà en termes de sécurité, parce que je sais qui fait quoi et quand. Et en plus, dans mon activité professionnelle, je ne suis pas dérangé par des notifications perso. Et bon, ça, c'est un petit avantage intéressant, parce qu'aujourd'hui, on reçoit des notifications tout le temps et ça perturbe beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc tout à l'heure, je vous parlais des façons d'avoir iOS sur un téléphone. Donc on peut soit l'installer soi-même, soit on peut acheter un téléphone avec le système déjà préinstallé. Donc je n'ai pas fait de grande recherche là-dessus. Je sais qu'il y a une marque qui s'appelle Fairphone. Moi, c'est la marque que j'ai achetée pour mon dernier téléphone, parce qu'elle a pris des engagements au niveau éthique. C'est-à-dire, ils prennent en compte l'écologie autant qu'on peut prendre en compte l'écologie dans la création d'un téléphone, mais par exemple, toutes les pièces sont remplaçables. C'est-à-dire, ils fournissent, en fait, ils vendent le téléphone avec le tournevis, et on peut démonter le téléphone, changer la batterie, changer le micro, changer la caméra, on peut tout changer soi-même, et les pièces sont du coup facilement disponibles. On peut les acheter sur leur site. Donc ça, en termes d'écologie, déjà, il n'y a pas l'obsolescence programmée. Ou en tout cas, si une des pièces tombe en panne, on peut la remplacer, on n'est pas obligé de changer de téléphone. Donc voilà. Puis en plus, comme c'est prévu c'est pas aussi compliqué, parce qu'on peut, à la rigueur, on pourrait faire ça sur n'importe quel des téléphones, mais moi, j'ai déjà remplacé des pièces sur des téléphones classiques. Faut avoir des doigts de fée, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà, et puis il faut bien rebrancher les nappes, enfin, c'est un petit peu plus technique. Donc ça a cet avantage-là, et puis aussi au niveau humain, ils font attention à respecter, voilà, ils ont une charte au niveau éthique et humanité, c'est bien, ils font pas travailler les petits-enfants, enfin, ils font des choses responsables. Donc voilà, moi j'ai choisi cette marque-là, qui est un petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Et puis surtout parce qu'ils permettent aussi d'acheter le téléphone directement avec iOS dessus, de eFoundation. Donc ça, c'est un avantage aussi intéressant. Bon, je vais pas aller, on pourrait faire une soirée exclusivement sur iOS, mais bon, je pense qu'on va passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Si on désinstalle notre Android de notre téléphone, le réinstaller, si jamais ça ne marche pas de mettre iOS dessus, réinstaller, ça suppose passer par un installateur, parce que moi je serais incapable de remettre un Android en place, quoi. Oui, ouais, je pense que quand on part sur iOS, à mon avis, c'est pas évident de revenir sur Android. Certainement, effectivement, en passant par un installateur. J'ai pas regardé. Peut-être que l'installeur de Android existe sur Google, mais je suis pas sûr. Là, j'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Bon, voilà, j'avais décidé d'installer iOS et je l'ai fait. Alors, en fait, maintenant, tous les téléphones ne sont pas compatibles avec iOS. Donc, si jamais vous achetez un nouveau téléphone ou que vous voulez installer iOS sur votre téléphone actuel, sur mon blog, j'ai mis un lien vers le site où on a la liste des téléphones compatibles. Et donc, vous verrez qu'il y a un installeur par téléphone. Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr que Android fournisse les installeurs au grand public. Je sais pas, en fait. Là, j'avoue que j'ai pas d'infos sur ce sujet. Tu disais qu'il faut avoir 2 téléphones
Et je pense qu'il faut que les deux soient connectés. Bon, l'ancien, il a la carte SIM, mais est-ce que celui qui va servir à la nouvelle installation doit aussi avoir une carte SIM ou tu peux le faire sans installation directement branché sur l'ordinateur pour installer les fichiers sans passer par le store? Ou est-ce qu'il faut vraiment une carte SIM? Moi, j'ai tout fait en fait en passant avec un câble USB. J'ai relié mon téléphone à mon ordinateur et je passais tout, je transférais en fait avec le câble USB en branchant le téléphone sur l'ordi. D'accord. Et ça, les transferts de données, j'ai tout expliqué dans le blog, hein. En fait, il y a plusieurs articles. Il y a comment installer déjà eFoundation, enfin iOS. Ensuite, il y a comment router le téléphone. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous regarderez, mais le routage, c'est ce qui permet de devenir administrateur de son propre téléphone, du système. Et ensuite, comment installer AF OnePlus. C'est la partie un petit peu délicate, ces trois étapes-là. Mais c'est ça qui vous permet de ensuite pouvoir tout maîtriser, comme je l'ai expliqué avant. Et après, les étapes suivantes, c'est assez simple. C'est l'installation, comment dire, ça va être récupérer ses contacts depuis l'ancien téléphone sur le nouveau, puis relier le téléphone à un serveur. Donc là, j'ai conseillé, par exemple, on peut avoir soit un serveur Nextcloud, ce que j'ai, mais on peut aussi relier son propre téléphone à un serveur Nextcloud qui est rendu disponible par Framasoft. Je ne sais plus comment ils appellent ce service-là, mais il y a un service gratuit chez Framasoft où ils ont hébergé un serveur Nextcloud. Et donc, on peut à la fois synchroniser nos contacts avec leur serveur et on peut aussi synchroniser notre agenda avec leur serveur. Donc voilà, là, donc dans mon billet de blog, il y a un article qui explique comment synchroniser les contacts, un autre qui explique comment synchroniser l'agenda. Et du coup, ça, sincèrement, c'est une grande, enfin pour moi, c'était un grand ouf et une grande joie le jour où il n'y avait plus aucune de mes infos qui était chez Google, quoi. Enfin, ils ont encore les anciennes, bien sûr, mais même si je les ai effacées, j'imagine qu'ils les ont encore. Mais en tout cas, de tout ce que je fais à partir de maintenant, ils n'ont plus rien. Donc ça, c'est vraiment une libération de cette emprise des GAFA. Tu veux pas faire une vidéo que tu postes sur Odyssée où tu nous expliques comment faire? Un petit tuto avec les bons liens et tout? Ah ben j'ai fait le tuto, il existe sur le blog en fait. Ok. C'est pas vidéo parce que c'est difficile de filmer l'installation d'un système. Mais par contre j'ai mis toutes les étapes, donc logiquement vous pouvez y arriver. Si jamais vous êtes bloqué à une étape, je pourrais l'enrichir au fur et à mesure de vos retours. Mais je pense que c'est bon parce que je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois j'ai vérifié avec le blog, donc logiquement tout est là. Donc du coup, juste pour m'assurer que je comprenne bien, on peut installer iOS sur un téléphone qui avant était Android. Ouais, s'il est dans la liste des téléphones compatibles avec iOS. Ok. On passe aux solutions durables. Bon, ouais, on va faire vite parce que là, ça fait quand même un moment qu'on est ensemble. Les solutions durables, en fait, ça concerne pas uniquement de la technique, en fait. C'est là où la conscience a un rôle. Les solutions durables, elles vont intervenir. Ça va être relié au modèle économique et à un modèle participatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est tous qu'on utilise tous la même application, et que cette application elle-même appartient à une société, qui elle-même appartient à quelques actionnaires, du coup, on remet notre pouvoir entre les mains de cette société, et le jour où, alors ça peut être éthique pendant 2 ans, et puis le jour où il y a un changement d'actionnaire, où c'est un fonds de pension américain qui rachète, ce qui est à peu près toujours le cas, eh ben, on n'a plus qu'à changer de réseau et de recommencer à tout à zéro. Et voilà, donc tout ce qu'on aura fait jusqu'à présent aura servi à rien. Et du coup, si on veut une solution durable, moi je pense qu'il faut vraiment aller vers des solutions participatives. Donc
Là, j'ai fait la belle découverte de Mastodon. On peut très bien imaginer créer une association ou créer une société coopérative ou une société coopérative d'intérêt collectif. On peut imaginer plein de choses. Euh, il faudrait être, je pense, très nombreux pour que ce soit intéressant. Mais en tout cas, je lance l'idée ce soir parce que pour moi, c'est vraiment la seule façon. Je vois pas d'autre solution en fait. Alors, je vous explique, l'association, même l'association ou la fondation, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Par contre, à partir du moment où, dans un cas de société coopérative ou de société coopérative d'intérêt collectif, là, on est sûr que le pouvoir va pas être pris par quelques-uns. Parce que dans une société coopérative, on a une personne égale une voix. Et donc, s'il y a 10 000 personnes, bah, chaque personne a un 10 millier du pouvoir. Et donc, à partir du moment où on utiliserait des outils, peu importe l'outil en fait qu'on utilise, mais aujourd'hui, on a besoin quand même d'applications de communication. On parle tous de Signal, mais Signal à une société privée, donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, ce que je veux dire, c'est que si demain on est suffisamment nombreux pour dire, bah tiens, on décide tous ensemble de prendre nos responsabilités et de dire, bah tiens, on décide de développer nous-mêmes ou alors d'utiliser des open source et de les héberger sur notre serveur pour avoir notre propre application de communication ou notre propre réseau social qui lui-même pourrait être interconnecté avec d'autres serveurs qui ne font pas partie de notre système. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée que je voulais lancer à la mer ce soir. Moi, je ne le ferai pas tout seul parce que c'est quelque chose que moi, j'ai déjà suffisamment de projets sur le feu. Par contre, et avec d'autres qui ont envie de se mettre tous ensemble pour faire quelque chose où on moi, je suis pour un collectif qui voudrait mettre quelque chose en place. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Chitananda, parce que c'est vrai que moi en ce moment, je pense, j'avais aussi un petit peu ce genre de pensée, mais je suis en train de découvrir le monde un petit peu de la crypto-monnaie. Et il y a énormément de projets qui se créent en créant leur propre monnaie. C'est une manière de se financer et de repenser complètement le rapport financier, le rapport d'intérêt. Euh, et il y a j'ai découvert des blogs qui, par exemple, te rémunèrent si tu lis des articles et ça permet de rémunérer les auteurs à travers de l'argent qui est créé. Et je pense que peut-être il y aurait un intérêt, étant donné que sur un réseau social, bien les gens en communiquant entre eux, en parlant entre eux, bien quelque part ça crée de la valeur. C'était aussi un des projets de Facebook de mettre en place une monnaie, mais qui soit contrôlée par eux, donc le Libra, qui s'appuie sur le réseau social, parce que je pense que euh, la valeur d'un réseau social, peut-être qu'au-delà du fait de connecter tout le monde, après, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir héberger les échanges d'une certaine façon et adosser une crypto-monnaie à un réseau social avec un système de blockchain qui est visible par tout le monde et qui est transparent euh, et qui est normalement relativement incraquable ou suffisamment difficile à corrompre. Moi, je me dis que ça peut être une solution de demain. Euh, euh, voilà. D'autant plus qu'en fait, on pourrait imaginer même un système où il y a un mécanisme de création monétaire, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir un compte sur ce réseau fait qu'on a de l'argent dans cette crypto-monnaie qui est générée. Alors c'est vrai que la crypto, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément tous, ça demande de monter en compétence là-dessus, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, merci pour cette remarque, c'est très intéressant, ouais. Euh, Par rapport à ça, pour rebondir, alors la crypto-monnaie, bah, je pense que c'est très intéressant. J'ai effectivement vu d'autres projets de réseaux sociaux qui proposent effectivement, qui ont leur propre crypto-monnaie. Donc, c'est vrai, j'ai vu ça. Ça nécessite vraiment une réflexion de savoir à quoi sert cette crypto-monnaie. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. C'est une techno qui n'est pas inaccessible, hein. C'est maintenant
Enfin, voilà, il n'y a pas de barrière technologique par rapport à ça. Il y a une petite question à se poser au niveau alors, au niveau de la sécurité dont tu parlais. Je pense qu'effectivement, en plus, pour un réseau social, c'est plus il y aura de monde sur le réseau social et plus ce sera sécurisé, puisque pour pouvoir craquer un réseau blockchain, il faut avoir, je ne sais plus, 50% des serveurs plus 1 pour pouvoir commencer, pour pouvoir le pirater. Bon, je ne suis pas sûr exactement de ce que je dis, mais je sais qu'il y a un système il y a un mécanisme dans ce genre-là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, un réseau social, plus il y aura de monde dessus et plus il sera sécure, enfin, plus sa crypto-monnaie sera sécure. J'avais un petit bémol par rapport à la crypto-monnaie, c'est que c'est extrêmement énergivore en fait. Enfin, ça consomme beaucoup de data et beaucoup de ressources de communication, puisque chaque transaction est stockée à plein d'endroits différents. Et du coup, voilà, il y a une petite réflexion à ce niveau-là. Je sais qu'il y a plusieurs technos qui permettent de gérer la crypto-monnaie. Et voilà, regarder l'impact en termes écologiques de ce choix. C'est vrai qu'il y a plusieurs projets qui travaillent là-dessus, sur le fait de diminuer l'énergie nécessaire pour pouvoir la faire fonctionner. Et c'est en recherche et en développement. C'est une technologie qui est pas encore complètement mature, donc il y aura peut-être des innovations importantes par rapport à la quantité d'énergie qui est utilisée dans les prochaines années, j'ose espérer. Peut-être bientôt l'énergie libre. Et voilà, c'est parce que aussi, en fait, à travers la détention du pouvoir financier, au-delà de ça, dans nos sociétés, en fait, quand on commence à faire un pas pour se détacher du monde de la data, du monde des réseaux sociaux, etc., jusqu'où on s'arrête? Est-ce qu'on veut se détacher entièrement de ce qui nous rend un petit peu, de ce qui nous, pas dire de ce qui nous rend esclaves, mais le système financier tel qu'il est conçu, ça peut être intéressant d'avoir une réflexion dessus et de le repenser pour que, au lieu de créer de la rareté et de créer plutôt de l'abondance et de favoriser au maximum des échanges entre les personnes et de la création plutôt que de la destruction naturelle ou de valeur. Enfin, il y a plein de choses à faire et avoir cette réflexion-là. De la crypto-monnaie liée à un réseau social, je pense que ça peut être intéressant, mais à voir. C'est compliqué. Et puis il faut du temps. Est-ce qu'on pourrait faire une soirée un peu sur ces sujets financiers? Parce que c'est aussi un monde dans lequel on connaît encore peu. Et je me faisais la réflexion que les monnaies locales, c'était vraiment une très belle chose, sauf que c'est local. Comme disait Pratibha, avec qui je discutais l'autre jour. Aujourd'hui, si le système monétaire s'effondre, on va quand même avoir besoin de subsister et de pouvoir acheter des carottes. Si tout le monde se met à acheter de l'or, etc., ce ne sera pas la solution. Donc, je pense que voilà, il y a quelque chose à mener comme réflexion. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, là, pendant qu'il y a eu la crise un petit peu en 2020, donc le prix de l'or a énormément monté, mais le prix du Bitcoin a explosé. Puisqu'en fait, moi, quand j'avais découvert le Bitcoin, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans, un Bitcoin, ça valait 2000 €. Et là, il a passé le cap des 40 000 €. C'est-à-dire qu'un Bitcoin valait plus de 40 000 €. Là, on doit être à 35 000 en ce moment. Et il y a d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Et en fait, ça sert de plus en plus de valeur refuge quand l'euro, le dollar ou les économies se portent pas très bien. Mais il faudra nous faire une séance d'explication parce que quand tu as un Bitcoin qui coûte 40 000 €, t'en fais quoi, je veux dire Eh ben, en fait, tu peux de plus en plus l'utiliser comme de l'argent. En fait, il y a des plateformes qui se sont montées qui permettent d'avoir une carte de crédit et donc tu peux payer. J'ai pas testé, hein, mais apparemment tu peux payer dans les commerces avec de la crypto-monnaie. Et au moment où tu réalises le paiement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a la transaction qui se fait entre la crypto-monnaie que tu détiens et puis la valeur en euros. Et donc, ça permet d'utiliser la crypto-monnaie pour vivre au quotidien, quoi. Et j'ai commencé, ça fait fin décembre, à jouer un petit peu avec ça et je fais pour l'instant, je loue des algorithmes qui font du trading sur la crypto-monnaie, c'est assez drôle. Okay. Oui, mais du coup, si tu n'as pas beaucoup de sous, tu vas acheter 0,00 quelque chose de Bitcoin.
Bah oui, c'est ça, mais bon, faut bien commencer quelque part. Ah, non, je comprends un peu l'idée, mais ok. Ok. Ouais. Moi, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous en parler. Euh, Mais on a eu une Ouais, information carrément. qui est Pratiba, là, vous m'entendez? Il y a Oui, eu on une information de ce channel Katia qu'on a eu en message il y a quelques jours et qui avait l'air de dire que c'était des énergies sombres. je Les pense que comme toute bitcoins. technologie, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Mm. Mm. Mais Je sais pas. disons, Peut-être il faut voir qui a investi le plus là-dessus. Ça donnera peut-être la tonalité, en fait. Hein. Qui en a acheté le plus, qui fait monter les cours. Enfin, voilà. bah, de toute façon, tout le monde peut en acheter. Donc, ceux qui ont le plus d'argent aujourd'hui sont les énergies sombres. C'est les grosses multinationales. Et elles achètent de plus en plus. Et c'est elles qui ont fait monter le cours aussi, hein. C'est les fonds d'investissement qui de plus en plus se disent ben, pourquoi pas acheter du Bitcoin en plus d'avoir de l'or. Donc, c'est sûr que c'est eux qui font monter le cours et qu'ils ont une influence importante. Euh, de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Donc, dès l'instant où c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les usages. Après, ça dépend ce qu'on en fait pour chacun, quoi, Mm. je pense. Ouais, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est parce qu'on en a parlé avec Satya Kaman. euh, L'idée d'avoir une crypto-monnaie sur une plateforme qu'on mettrait en place, ça c'est une bonne idée parce que c'est ta propre crypto-monnaie et du coup bah, c'est toi qui la gères et c'est toi qui... Enfin voilà, tu en as la maîtrise, tu peux décider à quoi ça sert et combien ça vaut, etc. Par contre, mettre ses économies dans de la crypto-monnaie, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux acheter soit de la terre, soit une maison, voilà, quelque chose qui serve en cas de crash. Parce que la crypto-monnaie, c'est très volatile. On sait pas. C'est vrai que pour l'instant, ça fait que monter, mais ça peut très bien s'effondrer du jour au lendemain. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas une compréhension suffisante de comment ça fonctionne, une crypto-monnaie, pour prendre des risques à ce niveau-là. Parce que, en fait, tu sais, on dit ça, mais aujourd'hui, notre monnaie, notre compte en banque, notre livret A, tout ça, c'est du virtuel, c'est de l'électronique. Donc, si demain, les réseaux crypto-monnaies, l'électronique tombent, nos comptes bancaires, ils tombent aussi, de toute façon. Bien Et en sûr, finance, il y a une règle, c'est diversifier. c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut même aller à la terre, quoi. Ouais, mais C'est ça n'empêche vraiment pas, hein. le... Je pense que Hmm, tout à fait, hein, ça n'empêche pas, hmm, hein. Et moi, je pensais même, tu vois, créer une crypto-monnaie, mais bon, j'ai plein d'idées comme ça, hein. Créer une crypto-monnaie qui est indexée sur le prix de la terre. hmm. C'est-à-dire d'acheter des forêts, tu vois, avec une crypto-monnaie qui est créée, par exemple, pour que les forêts soient préservées. Et on peut se dire que c'est la valeur de la crypto-monnaie, c'est des forêts qui sont vierges. Enfin, Ouais, c'est une il bonne y idée. a plein de choses à imaginer, en fait. Ce qui est génial, c'est qu'on peut on peut vraiment faire ce qu'on veut en créant sa propre monnaie parce que c'est nous-mêmes qui fixons les règles. Je peux intervenir sans couper. Oui, oui, Ouais, vas-y. ouais. En fait, parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être amené sur la crypto-monnaie. Ce que ça me dit aussi, c'est que je suis particulièrement ignorante de ces questions-là. Donc, il y a eu une formule tout à l'heure qui disait qu'il s'agira de monter en compétences. Déjà, je me disais ça quand on en était, avant d'aborder la question de la crypto-monnaie. Je me suis fait cette réflexion quand tu as fait ta proposition, Ananda, de dire, bon, ben, voilà, est-ce qu'on pourrait créer un collectif, voilà, être nombreux. Donc, si ça vous va, j'aimerais revenir sur le moment de cette proposition-là et presque, j'aurais besoin de découpler un peu les deux points, celui que tu as exposé dans ta conférence et celui que tu viens d'exposer sur la crypto-monnaie. D'abord parce que j'ai du mal à tenir les deux, je manque de compétences et déjà l'idée de les associer tous les deux, ça me semble un peu énorme, donc ça me fait plutôt faire un pas de recul à cause de mon besoin de monter en compétences. Je garde la formule, elle me plaît. Ça peut me prendre un peu de temps, mais bon, je veux bien y bosser.
contacter, surtout avec des offres d'appui comme vous faites, hein, donc ok. Mais est-ce qu'on pourrait, en tout cas c'est la proposition que je fais, c'est peut-être découpler les deux propos sans vouloir évacuer rien et reprendre ta proposition sur l'idée de créer un collectif. Et quand je reviens sur ce point-là, je me heurte à la même chose, c'est-à-dire moi j'ai besoin de monter en compétence sur ces questions, c'est-à-dire je me sens très partante sur ta proposition d'un point de vue éthique et de tous les points de vue fondamentaux sur lesquels elle repose, je suis complètement en accord. Après, je peux pas apporter de compétences dans le domaine en termes de d'organisation, d'initiative, je sais pas comment, à quelle hauteur, de quelle manière je peux apporter ma contribution. Donc, à la fois, c'est de dire, ok, je suis partante à tout point de vue éthique et de la base du propos. Et ma deuxième remarque, c'est comment est-ce que quelqu'un comme moi qui peut pas apporter des compétences élevées dans ce domaine peut s'associer et être utile dans ce mouvement, en faire vraiment partie prenante, petit colibri. Voilà, je sais pas si j'étais claire. Très, très clair. Bon, sur cet aspect-là, j'ai pas encore. C'est vraiment, je vous ai livré une idée brute, vraiment une idée brute. Et du coup, peut-être que la solution, ça serait d'y réfléchir tous ensemble, de prendre un temps. Alors, est-ce qu'on se crée un. Je vais prendre un petit peu de temps pour approfondir là, cette techno mastodon que je connais pas, voir si ça vaut le coup de regarder. Mais en tout cas, je me dis, on pourrait créer un groupe. Le support le support de ce groupe, je ne le connais pas, mais ça pourrait être un groupe. On ne va pas faire un groupe Facebook. On pourrait peut-être faire un groupe Signal ou un groupe Mastodon ou un groupe d'une autre techno qui me vient en allier pour partager en fait nos idées, nos désirs, nos envies sur ce sujet-là. Et puis on verra est-ce que ça prend vie en fait? Est-ce qu'on est 3? Est-ce qu'on est 150? Est-ce qu'on est... Tu vois, on va voir ce qui se passe. Et puis si on est sinon suffisamment nombreux, bah, ça pourrait permettre d'enclencher une dynamique en mettant, je sais pas, en imaginant qu'on soit... Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça bouge énormément en fait. On voit, moi, ça fait des mois que je rame en demandant à mes contacts de passer sur Signal parce que je leur dis WhatsApp, c'est pas sécure, j'ai pas confiance, passer sur Signal. C'était compliqué, hein. Et puis là, en 3 jours, tout le monde a changé. Là, d'un coup, des gens auxquels je n'osais même pas en parler, ils sont passés tout seuls. Ils m'ont dit, eh, viens sur Signal. Ben, je dis, bah oui, ça fait un moment que je t'invite. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que là, il se passe quelque chose vraiment de très fort. Et du coup, on peut profiter de cette énergie de changement qui est en place pour mettre en place des solutions qui soient durables, en fait. Et pas juste basculer vers autre chose parce qu'il y a une urgence, mais réfléchir ensemble. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si jamais demain on est 10 000 personnes ou 50 000 personnes sur ce groupe et qu'on met tous 10 euros, ça fait une somme vraiment importante. Et là, on peut développer quelque chose qui serait d'une très très grande qualité. Et du coup, reprendre en main notre pouvoir, parce qu'à tous, quand on est très nombreux, mais chacun 1 euro, ça fait tout de suite beaucoup d'argent. Et voilà. Et ça a un avantage, du coup, parce qu'on garde la maîtrise de la direction. On peut mettre en place des outils de direction collégiale ou avec ce système avec les blockchains, c'est la techno qui est, comment dire, qui est utilisée pour la crypto-monnaie. Avec la techno de blockchain, on peut mettre en place des outils de prise de décision qui soient sécurisés. C'est-à-dire, les votes ne seront pas manipulés comme on peut voir avec certains matériels actuels. Voilà, ça sécurise les votes. Donc on peut avoir une direction qui est collective. Et ça nécessite aussi de la réflexion. Il y a des gens de la Sangha qui connaissent les outils d'intelligence collective. Et donc on pourrait informatiser ça. Enfin, il y a beaucoup de pistes à mettre en place. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, voilà, s'il y a du monde, je suis partant pour poser les bases avec plein d'autres. Pourquoi pas faire un groupe Mastodon? Ça nous permettrait de nous apprivoiser, enfin d'apprivoiser la technologie. D'accord. Si vous voulez, je vais même essayer d'installer, je vais voir si c'est pas trop gourmand en ressources. J'essaie d'installer un serveur Mastodon. Comme ça, on le teste de zéro. On voit. Voilà, comme ça, on le teste en partant de rien.
Mais là, si tu lances un serveur comme ça, c'est gratuit ou tu vas devoir payer du coup? Moi, j'ai déjà des serveurs, donc c'est pour ça, si ça prend pas trop de ressources, je le mettrai sur un des serveurs. D'accord, super. Oui, parce que j'ai pas d'idée de ce que ça suppose de créer un truc mastodon. Sur Framasphere, on n'a pas ce problème-là. On peut tout de suite créer un compte comme sur Facebook, en fait. D'accord. Mm. Bah, la partie installation du serveur, de toute façon, enfin, voilà, vous ne serez pas impacté par ça. Normalement, je pense qu'une fois que le serveur est installé, ça devrait être, si Framasphere utilise cette techno, ça devrait être pareil. Donc en tout cas, ouais, du coup, on part là-dessus. Moi, je suis en courant dès que j'ai mis en place un premier truc Mastodon, et puis on se retrouve dessus. Ça vous tente? De quelle façon est-ce que pour ce démarrage, on va communiquer entre maintenant tout de suite et le groupe que nous sommes ce soir et le Ouais. moment où tu vas pouvoir nous proposer peut-être justement ce nouveau dispositif? Est-ce qu'on continue Est-ce que sur Signal? sur Signal? On peut continuer sur Signal, ouais, vous m'envoyez tous un message et puis je crée un groupe sur Signal. Tout le monde a un compte Oui. sur Signal? Bon, parfait. Et du coup, pour revenir à... Oui, pardon. Pardon, j'ai une deuxième question, elle est peut-être prématurée, mais c'est sur l'élargissement de ce groupe qui est en train de se créer. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai suivi de manière tout à fait par chance, mais tout à fait incidente la réunion de ce soir. Je pense qu'il y a certainement d'autres gens qui, comme moi, pourraient être vraiment motivés et intéressés, mais qui n'ont pas eu la connaissance à temps. Donc, la deuxième question, une fois créé ce groupe, c'est quel élargissement, qui décide à qui on l'élargit, enfin, est-ce que c'est ouvert, quand ça sera ouvert? Voilà. Bah, là, il faut qu'on en parle tous. Moi, je dirais que ça doit être quelque chose de complètement ouvert, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense d'ores et déjà des gens de la Sangha qui pourraient être intéressés, qui n'ont pas forcément une info. Par exemple, si on veut procéder par étapes sans être sectaire, Mais je pense que toi, déjà, tu as tout tes gens de Go Yoga. Et puis, bon, après, on a chacun des cercles qu'on pourrait inclure. Hein, mais après, à voir avec quelle vitesse. Et voilà, il faut que ce soit pertinent, quoi. C'est pas, on ne va pas faire 8000 personnes pour la prochaine réunion. Non, mais on peut déjà se retrouver le groupe de ce soir sur Signal, le temps de monter le serveur et puis de s'inscrire nous pour déjà vérifier que ça fonctionne bien, vérifier que c'est le bon support. Et puis si on trouve que ça a l'air, si c'est encourageant, ben, à ce moment-là, on élargit le groupe. Ça me va. Ok, Très bien. pour moi. Qui vont regarder la vidéo. Et Donc ça veut dire que le groupe va s'élargir parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. On était, je ne sais plus combien, 14 ou 15 tout à l'heure. Il y en a qui sont partis. Donc je pense qu'il faudrait se laisser un laps de temps. On peut commencer à créer un groupe Signal, mais il va sûrement, à la fin de cette écoute de la vidéo, il va y avoir d'autres personnes qui vont se rajouter, qui vont vouloir spontanément, comme on le fait ce soir, vouloir y participer. Donc je pense qu'il peut y avoir, je sais pas, un laps de temps de quelques jours. Par exemple, la fin du mois de janvier, ce qui donne un chiffre rond au niveau du 1er février. Je sais pas, c'est juste voilà, une suggestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, c'est vrai qu'on est un petit peu en comité réduit. Pour les personnes qui voulaient participer ce soir et qui n'ont pas pu se connecter, je les ai suivis. Bon, il y a eu beaucoup de soucis d'internet local. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, on peut mettre la proposition sur le groupe Signal actuel déjà. Que ceux qui veulent rejoignent le groupe. oui, et puis les personnes qui étaient là ce soir et qui ne font pas partie du groupe Signal peuvent très bien nous demander à ce qu'on les ajoute, hein. C'est pas... L'idée, c'est pas de retrouver 3000 dès le début parce que ça va être ingérable si on se plante de plateforme, mais
Donc voilà, on était moins de 50, donc ça ira. Et du coup, est-ce qu'on a fini ce sujet-là? Parce qu'après, je voudrais reparler de ce que disait Jaya Prakash. Oui, moi, pour résumer ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, on reste, on te fait un message sur la base duquel tu crées un groupe spécifique avec lequel on peut communiquer, un nombre qui est celui actuel, enfin plus ou moins, mais qui va rester modéré, le temps que soient installés les dispositifs, qu'on les teste, puis qu'on discute d'une ouverture supplémentaire. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement, ouais. Ça marche. Et alors, est-ce que, Jaya Prakash, est-ce que tu voudrais organiser une soirée un peu comme ça pour nous initier aux crypto-monnaies, aux enjeux, à ce qui se passe au niveau de l'économie en général en ce moment? Ben, je veux bien. Après, ça va se limiter à ce que je sais et je sais pas. Je suis comme, enfin, je veux dire, je découvre. Il y a plein de choses que je connais pas non plus. Et et, euh, et je pense que, enfin, ouais, c'est un domaine qui est hyper large, où il faut vraiment être très, enfin, si on veut vraiment connaître les choses et aller jusqu'au bout, il faut être vraiment très pointu. Mais bon, voilà, moi pour l'instant, ce que j'en fais de ça, en tout cas, euh, c'est que je me familiarise avec les différents projets qui existent dans le domaine de la crypto-monnaie pour comprendre un petit peu quel est leur but, à quoi ils servent. Et puis, en fait, c'est un outil. Et après, cet outil-là, en fait, il y a il y a plein d'applications qu'on pourrait imaginer. Moi, je pense que, par exemple, aux États-Unis, ils ont mis en place le vote électronique et on ne sait pas, en fait, je ne sais pas qui est-ce qui vérifie que les votes électroniques se sont bien passés pour les élections présidentielles, mais moi, j'ai un petit peu peur que Emmanuel Macron nous sorte le vote électronique en 2022 à cause du corona. Et à ce moment-là, pour le vote électronique chez nous, eh ben, je ne sais pas comment on va faire non plus, parce qu'en termes de sûreté, je ne sais pas ce qui existe. Mais ce que je vois, c'est que dans le domaine de la blockchain, l'avantage, c'est que n'importe qui, un petit peu expérimenté de chez lui, pourrait vérifier en fait que tous les votes ont bien été faits par des personnes identifiées sur le réseau et qu'il n'y a pas eu de malversation. Et donc, je pense que ces technologies-là, elles peuvent vraiment avoir un avenir dans le sens où elles peuvent vraiment certifier des choses et amener des phénomènes où on va pouvoir gérer ouais, voilà, à travers le vote. On pourrait, je sais pas, imaginer un réseau social où en fait les membres du réseau social vont pouvoir répondre oui ou non à des propositions qui leur sont faites sur le réseau, pour, par exemple apporter des améliorations, ou bien on pourrait imaginer deux types de comptes, des gens qui acceptent de vendre leurs données et qui du coup sont rémunérés pour ça, et puis d'autres qui ne souhaitent pas vendre leurs données, et à ce moment-là qui soit payent un abonnement, soit ne reçoivent simplement pas d'argent. Il y a plein de choses à imaginer. Moi, pour l'instant, je débute dans tout ça. Ça fait 2 mois que je regarde, donc je peux apporter des choses si des tuyaux si vous avez envie d'investir sur la crypto-monnaie. Après, pour l'instant, je ne sais pas si les informations que j'aurais apportées, au-delà de ce que je vous ai dit là, je ne sais pas si ce sera très utile, quoi. Je me rends pas compte. En tout cas, moi, j'investirai pas d'argent dans une crypto-monnaie aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ça m'intéresserait beaucoup de suivre ta web conférence sur le sujet. Ouais, je sais pas du coup ce que je peux dire, parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des questions de votre part, parce que je vois pas trop sinon. Là, moi, ce qui m'intéresserait, je vais te dire, ça serait d'abord la techno qui est en dessous, blockchain. Quelles sont les différentes façons de la mettre en œuvre aujourd'hui? Quel impact écologique? Ça, c'est le premier point qui m'intéresserait. Le deuxième, ça serait
Comment est valorisée une crypto-monnaie? Déjà, quelles sont les différentes crypto-monnaies et comment elles sont valorisées? Quel est leur mode de valorisation? Quelle est la sécurité qui est liée à ça? Enfin, tu vois, connaître le risque aussi lié à chaque crypto-monnaie. Ça, c'est des informations que je pourrais pas t'apporter, ça. Ce qui m'intéresserait, ce serait le lien entre la crypto-monnaie et la terre, comme tu as évoqué tout à l'heure. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut avoir un avenir et donc être lié avec l'avenir de la crypto-monnaie. Mais je voudrais rajouter l'eau, parce que l'eau va être, à défaut d'être l'or bleu de demain, et entre l'or et la crypto, je pense qu'il y a un lien. Donc il y a aussi quelque chose soit qui serait lié à l'eau qu'il y a dans cette terre, si c'est une question de surface, d'espace ou de région, c'est-à-dire un aspect géographique, ou si c'est quelque chose qui peut être complètement distingué entre, donc dans la crypto-monnaie, qu'on puisse s'occuper et de la terre et de l'eau, et valoriser l'un et l'autre dans une perspective écologique et plus par rapport à ce qui nous tient à cœur dans notre groupe. Et voilà, est-ce que ça pourrait pas être des bases d'une intervention voilà, sur ces aspects-là? Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi autre chose auquel je ne pense pas, mais par rapport à cette notion qui fait le lien avec ce que disait Chitanand, ce lien entre le physique, le substantiel, réel, dont on a besoin, la terre, l'eau, etc., et les ressources, et le virtuel, en l'occurrence la crypto-monnaie. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire et sur lesquels on pourrait se positionner si par la suite, il y a des choix à faire ou des décisions à prendre. Voilà. Ouais, après, ça, c'est des idées que j'ai un petit peu, que j'ai un petit peu lancées comme ça. Ça nécessite beaucoup de temps et de développement que de se lancer dans ce genre de projet. Et j'en ai pas encore les compétences. Enfin, j'en ai pas les compétences. Et puis, je pense que déjà, faut même pas être. Il faut avoir quelques bons développeurs avec soi. Après, je pense que pour ce qui est des connaissances un petit peu basiques sur la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, pour comprendre à quoi ça peut s'appliquer, doit y avoir plein de tutos sur YouTube. Enfin, vous voulez pas, enfin, si on n'utilise pas YouTube, enfin, ou alors on peut y aller, mais alors sans se loguer. Mais je pense que déjà il y a des choses là-dessus. Après, c'est vrai que là je suis en train de répondre un peu à la question de Chitananda au final, mais par rapport à la notion de sécurité, etc. Donc vous allez avoir pas mal d'informations dessus. Après, pour pouvoir savoir techniquement comment fonctionne la sécurité sur la blockchain, moi j'ai pas les compétences, mais on peut comprendre il y a plein de vidéos qui ont été faites pour expliquer ça. Vraiment, si vous tapez 2-3 infos sur une barre de recherche YouTube, je pense que vous allez très vite comprendre. Il y a plein de gens qui ont fait ce genre de travail déjà. Et pour te répondre aussi, du coup, Krishnadas, en fait, on pourrait adosser une monnaie sur quelque chose, sur une valeur, mais il faut pouvoir la circonscrire. Et en fait, on ne peut pas circonscrire l'eau. On peut circonscrire une surface de terre, par exemple. On peut dire, voilà, 1 hectare correspond, ou 100 mètres carrés correspondent à telle valeur. Et du coup, il y a une entreprise qui va pouvoir émettre cette crypto-monnaie, une entreprise ou une association ou une coopérative qui va pouvoir émettre cette monnaie et dire, voilà, 100 de cette monnaie-là équivalent à... on a acheté en parallèle... En fait, d'un côté, on a créé 100 d'une monnaie, et de l'autre côté, on va acheter un bout de terrain qui va correspondre avec une certaine valeur de change à une unité de monnaie. Et donc, on peut se dire que tous les utilisateurs qui vont acheter cette monnaie-là, en face, ça va correspondre à un morceau de terre. Et donc, ça permet d'avoir une monnaie qui repose sur un actif tangible. Un actif tangible, c'est-à-dire quelque chose de concret, de physique, dont on peut se saisir, et qui est circonscrit et qui est encadré par des lois de la propriété. Donc, on a cette notion de propriété. Quand j'ai de l'argent, il est à moi, il n'est pas à quelqu'un d'autre. Si
on voulait poser ça sur, par exemple, l'eau, ben, ce serait très compliqué parce que tout le monde peut récupérer on pourrait dire à la limite, une société achète de l'eau et la stocke, mais je sais pas si ça, peut-être ça pourrait avoir, je sais pas. Après, ça pose plein d'autres questions, parce que L'eau, ça doit circuler. ouais, vas-y. Non, je dis l'eau, ça doit circuler, c'est vrai que ça semble un peu difficile. Ouais. Bon, voilà. Du coup, moi, j'ai d'autres pistes, en fait, de conférences. Qui consisterait à approfondir ton idée d'ajouter une crypto-monnaie dans un réseau social qu'on pourrait mettre en œuvre. Si tu as envie de réfléchir et de nous présenter ça, ça m'intéresserait beaucoup aussi. Ouais, il y a une époque, je suivais des groupes de personnes qui essayaient de lancer des monnaies locales, mais en fait via des communautés virtuelles, c'est-à-dire que c'est des associations de 200, 250 personnes qui se disaient, voilà, on se connecte virtuellement et on va créer une monnaie et on va essayer de se rendre des services les uns vers les autres et de l'utiliser comme ça. Je sais pas trop ce que ça a donné. Je pense que moi, j'ai pas non plus les connaissances pour savoir, ni la compréhension pour savoir quel modèle financier serait plus juste ou pourrait se construire de manière plus juste. Je pense que là, il faut vraiment investiguer le domaine et passer beaucoup d'heures à comprendre tout ça, en fait. Enfin, le mécanisme de la création monétaire, savoir ce qui est juste par rapport à ça, pour l'instant, j'estime que j'ai pas les compétences non plus. Faut peut-être demander à Satya ou à d'autres personnes hein, s'il y a des Non, mais compétences. faut carrément des gens, je pense, qui ont fait l'expérience de ça. Il y a, Oui. il y a l'ancien président de la Grèce pendant, je sais plus si c'est Alexis Tsipras ou je sais plus, qui s'est retrouvé ministre des Finances. Non, c'est pas, du coup, c'était le ministre des Finances de la Grèce pendant la crise de la dette grecque, qui venait en fait d'un jeu vidéo. Et il bossait dans une entreprise de jeux vidéo. Il avait créé une monnaie sur le jeu vidéo. Et donc, c'était assez intéressant parce que dans les jeux vidéo, on a un mécanisme de création monétaire aussi qui est très différent de celui qu'on a dans la vraie vie. Et donc, qui est fait pour que tous les joueurs puissent avoir de l'argent à un moment donné et puissent en trouver plus ou moins facilement. Et je pense que je pense que pour pouvoir construire quelque chose de vraiment périn, il faut avoir faut avoir des personnes ou avoir des informations sur des expériences qui se sont réalisées et le simple fait d'avoir travaillé dans la finance ne suffit pas parce que c'est pas du tout les mêmes règles en fait. Enfin, je sais pas si en fait, c'est la différence entre être maçon et être architecte. C'est-à-dire qu'on peut tous jouer avec la finance, on peut tous acheter des choses, vendre, faire des placements, des investissements, mais penser une architecture créer un système financier, c'est autre chose. Enfin, ça, je sais pas qui pourrait renseigner par rapport à ça. Faut faire des recherches, quoi. Mais il doit y avoir des gens qui y ont pensé. Enfin, je suis désolé, peut-être qu'on sort complètement du sujet. Hein, Non, c'est nous qui t'y emmenons. Peut-être que ce qui serait intéressant de penser, peut-être pour chacun d'entre nous, sur la création du groupe dont il est question, en tout cas le groupe qui est en train de se créer là, c'est peut-être par étapes, mais dans cette première étape, qu'est-ce qu'on vise? Enfin, c'est quoi vraiment notre objectif? Moi, comme ça, à chaud, mon intention, et mon projet ou mon intention, ça serait comment améliorer et sécuriser au sens le plus noble et le plus large du terme la communication entre nous et autour de ça créer un groupe, un mouvement qui soit suffisamment il y a suffisamment de reliance entre nous pour qu'on puisse avancer ensemble là-dessus. Dans ma compréhension du moment, c'est
je dis je, hein, parce que ce serait ma première intention. C'est celle sur laquelle je pourrais construire, par exemple, ce que je vais aller chercher comme information dont j'ai besoin pour comprendre quand vous parlez un petit peu plus précisément, ou m'équiper d'un nouveau téléphone. Enfin, je suis peut-être la béotienne du groupe, hein, alors ça peut avoir cette fonction-là. Je suis sur cette base pratico-pratique en termes d'outils, d'apprentissage de l'utilisation des outils et de création d'un collectif. Là, tout de suite, c'est là-dessus que je sens que je peux m'appuyer pour continuer. C'est vrai que le reste, j'y ai un intérêt intellectuel quand j'entends, mais je sens que ça disperse mon attention, ça disperse mon énergie, parce que c'est pas tout à fait mon point focal. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, enfin, c'est pas du tout un aspect critique, hein. Juste de dire qu'est-ce qui peut me focaliser mon attention et mon énergie sur un propos qui soit suffisamment centré pour que je puisse me sentir efficace, pertinente, pouvoir mettre quelque chose en œuvre. Encore une fois, je sais pas si j'ai été claire. Mais... Si, moi je crois que tu as été clair et que du coup il faut faire ce que Chitananda a dit. Et voilà ce que je suis en train ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas quelque chose qui est réalisable à mon sens maintenant. Vaut mieux mettre en œuvre des actions